J'ai Nico Jenkins. Je t'ai eu. Il a eu du pouvoir sur ma vie pendant 4 ans et j'ai lutté pendant 4 ans. 50 ans, vous êtes en lien avec toutes les condamnations pour meurtre. Cela compte 1, 4, 7. Dans l'ombre des murs de la prison, certains détenus inspirent une terreur sans pareille. Leurs actes de violence notoires et leurs histoires glaçantes en font les hommes les plus redoutés derrière les barreaux. Pour la première fois, nous avons un aperçu de ces figures infâmes filmées. Des hommes dont les crimes font frémir à la fois le public et leurs camarades de cellule. Numéro 10, Thomas Edward Silverstein. Thomas Edward Silverstein est né le 4 février 1952 à Long Beach, en Californie. Dès son jeune âge, il a fait face à des défis qui allaient façonner sa vie notoire. Sa mère, Virginia Conway, a divorcé de son premier mari enceinte et a ensuite épousé Thomas Conway, que Silverstein croyait être son père biologique. Après que ce mariage s'est terminé, Virginia a épousé Sid Silverstein, qui a légalement adopté Thomas. Grandissant dans un quartier de classe moyenne, Silverstein était timide et souvent harcelé. Virginia lui a inculqué une leçon dure. S'il rentrait chez lui en pleurant après une bagarre, il serait puni par elle. Cela lui a appris à défendre ses intérêts, mais d'une manière qui allait conduire à une vie entière de violence. À seulement 19 ans, Silverstein a été incarcéré pour vol à main armée, purgant 4 ans à la prison de San Quentin. Cependant, son bref goût de la liberté a été de courte durée. Il s'est rapidement retrouvé à nouveau arrêté, 7 fois avec des membres de sa famille pour plusieurs vols à main armée, et en 1977, il a été condamné à 15 ans de prison, se retrouvant au pénitencier des États-Unis à Leavenworth, Kansas. Là, il a été associé à la fraternité aryenne, un gang néo-nazi notoire pour ses activités criminelles violentes. En 1980, la vie de Silverstein a pris un tournant plus sombre lorsqu'il a été reconnu coupable d'avoir tué un détenu, Danny Atwell, qui aurait refusé de faire entrer de l'héroïne dans la prison. Cette condamnation lui a valu une peine de réclusion à perpétuité, entraînant son transfert dans un établissement à haute sécurité à USP Marion, Illinois, où il vivait sous surveillance constante. Sa vie là-bas a été marquée par la violence et une plus grande infamie. Il a reçu d'autres condamnations à perpétuité pour avoir tué d'autres détenus et même un agent correctionnel. L'incident le plus choquant a été le meurtre brutal de l'agent correctionnel Merle Cutts, orchestré par Silverstein lui-même avec l'aide d'autres détenus. Au moment de sa mort le 11 mai 2019, Silverstein avait passé 36 ans en isolement, consolidant sa réputation d'un des détenus les plus redoutés du système pénitentiaire américain. Il est mort des suites de complications liées à une chirurgie cardiaque, laissant derrière lui un héritage de violence et de brutalité. Maintenant, ce prisonnier sur l'image était connu sous le nom de Titan. Il était plus grand que même les agents les plus durs, avec des chaînes autour de sa taille qui inspiraient la peur même dans les cœurs les plus courageux. Des histoires sur son passé, des crimes si terribles qu'ils étaient difficiles à croire. Faites-nous savoir si c'est la première fois que vous le voyez comme ça. Numéro 9. Nico Allen Jenkins. Nico Allen Jenkins, né le 16 septembre 1986 à Omaha, Nebraska, est un nom qui fait frémir beaucoup de monde. Sa jeunesse a été marquée par la violence, et après une série d'événements tumultueux, il s'est retrouvé en prison pour vol de voiture, purgant un peu plus de 10 ans. Malheureusement, les problèmes de santé mentale de Jenkins ont été en grande partie négligés durant son incarcération, le laissant se battre seul contre ses démons. À sa libération le 30 juillet 2013, le manque de supervision allait s'avérer catastrophique. Juste 2 semaines après avoir retrouvé sa liberté, Jenkins s'est lancé dans une série de meurtres glaçants qui ont secoué Omaha jusqu'à la moelle. Il a attiré 2 hommes, Juan Ube Pana, 26 ans, et Jorge Sikajiga Ruiz, 25 ans, dans une zone isolée sous prétexte d'une rencontre. Dans un acte de brutalité choquant, il a tiré dans la tête des 2 hommes et les a dépouillés, laissant leur corps abandonnés dans un camion. Jenkins ne s'est pas arrêté là. Sa 3e victime était un codétenu nommé Curtis Bradford, qu'il a tué juste un jour après avoir pris une photo amicale avec lui. L'acte le plus odieux de Jenkins est survenu lorsqu'il a tiré sur Andrea Kruger, 33 ans, mère de 3 enfants, avec un fusil de chasse de 12, la laissant sans vie sur la route. La nature macabre de ces crimes a été capturée par des caméras de surveillance,
menant à son arrestation le 30 août 2013. Lors d'un interrogatoire approfondi, Jenkins a offert une confession glaçante, affirmant qu'il avait été influencé par un ancien dieu serpent nommé Apus, ajoutant une tournure bizarre à un récit déjà horrible. Son procès a été un spectacle d'imprévisibilité. Jenkins a choisi de se défendre lui-même, agissant souvent de manière erratique, parlant en langue et riant pendant les témoignages des familles de ses victimes. Finalement, il a été condamné à mort, relançant un débat renouvelé sur le traitement des détenus souffrant de problèmes de santé mentale dans le système pénitentiaire. Pour beaucoup, Jenkins est devenu un symbole de terreur, avec les échos de ses actions résonnant à travers la communauté et laissant des familles dévastées et en deuil. Numéro 8. Alvin Francis Karpis. Alvin Francis Karpis, né Albin Francis Karpovicius le 10 août 1907, était un criminel canadien-américain d'origine lituanienne, dont la carrière criminelle a commencé dès son jeune âge. À l'âge de 10 ans, Karpis était déjà en contact avec des joueurs, des bootleggers et divers personnages louches. Son entrée formelle dans le monde criminel est survenue à 19 ans, lorsqu'il a été condamné à 10 ans de prison pour tentative de vol. Cependant, Karpis a réussi à s'évader et s'est associé à d'autres détenus pour continuer sa vie de crime, notamment par un partenariat notoire avec Fred Barker à la prison d'État du Kansas. Ensemble, ils ont formé le fameux gang Barker-Karpis, spécialisé dans les braquages de banques, les enlèvements et les crimes violents. Karpis a rapidement acquis une réputation de cruauté, notamment après l'implication du gang dans le meurtre du shérif Seroy Kelly, qui a encore renforcé son statut de figure redoutable dans le crime organisé. Le règne de terreur du gang Barker-Karpis a pris fin rapidement en 1936, suite à une série de confrontations violentes avec les forces de l'ordre. Leur capture a été très médiatisée, notamment après l'enlèvement d'Edward Bremer, qui a attiré l'attention du président Franklin Roosevelt et intensifié la chasse à l'homme du FBI pour Karpis et son gang. Après avoir été arrêté le 1er mai 1936 à la Nouvelle-Orléans, Karpis a été jugé rapidement et condamné à la réclusion à perpétuité. Il a passé un extraordinaire 26 ans à Alcatraz, où il est devenu l'un des détenus ayant purgé le plus longtemps. Libéré sous condition en 1969, Karpis a fait face à un monde qui avait profondément changé depuis son incarcération. Ne craignant plus d'être un maître criminel, il a eu du mal à s'adapter à la vie en dehors des murs de la prison. Finalement expulsé au Canada, il a rencontré des difficultés en raison de son passé criminel, ce qui l'a empêché d'obtenir un passeport. À la recherche d'une vie tranquille, il s'est installé en Espagne, où il est décédé le 26 août 1979. D'abord considéré comme un suicide, sa mort a ensuite été déterminée comme causée par des causes naturelles, clôturant le chapitre d'une vie définie par le crime et l'infamie. Numéro 7. Charles Bronson. Michael Gordon. Peterson, plus connu sous le nom de Charles Bronson, est né le 6 décembre 1952. Il est tristement célèbre pour être l'une des figures les plus craintes de l'histoire pénitentiaire britannique. Son histoire commence dans une enfance tumultueuse qui a jeté les bases de ses tendances violentes ultérieures. Même jeune homme, Bronson montrait une inclination à l'agression, participant à des bagarres dans la rue qui ont cimenté sa réputation de combattant redoutable. Sa transition vers le monde criminel s'est intensifiée en 1974, lorsqu'il a tenté de braquer un bureau de poste à Luton. Armé d'un fusil à pompe, Bronson s'est retrouvé dans une fusillade violente avec la police, blessant plusieurs agents avant son arrestation finale. Le procès qui a suivi a mis en lumière non seulement son comportement erratique, mais aussi son mépris total de l'autorité. Il a interrompu les procédures judiciaires, agressé des gardiens de prison et manifesté des poussées de colère explosives qui lui ont valu une réputation de criminel imprévisible et dangereux. En raison de sa conduite violente, il a été jugé mentalement instable et transféré à Broadmoor, un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Cependant, même dans ses murs, la nature agressive de Bronson persévérait alors qu'il agressait d'autres patients et tentait des prises d'otages. C'est durant son séjour à Broadmoor qu'il a adopté le nom de Charles Bronson, inspiré par l'acteur d'Hollywood, reflétant son désir d'une personnalité plus marquante. À mesure que sa notoriété grandissait, les mesures de sécurité prises pour le contenir augmentaient également.
Bronson a été déplacé dans diverses prisons à sécurité maximale, y compris Parkhurst et Wakefield, chaque fois sous des protocoles stricts pour gérer ses accès de violence. Malgré des conditions rigoureuses, Bronson a transformé son enfermement en un chemin de transformation physique et d'expression créative, écrivant un livre intitulé Solitary Fitness, qui offrait un aperçu de sa vie et de ses routines de fitness. Son infamie a culminé en 1998 avec une spectaculaire prise d'otage à HMP Birmingham, où il a tenu 2 détenus à bout de bras, demandant un hélicoptère pour son évasion. La confrontation a duré des heures, montrant son audace et le chaos qu'il pouvait créer même en détention. Aujourd'hui, il reste un symbole de défiance au sein du système pénitentiaire, laissant un héritage à la fois craint et fascinant. Numéro 6. Richard Lee McNair. Richard Lee McNair, né le 19 décembre 1958, n'est pas un criminel typique. Sa carrière criminelle est marquée par une série d'évasions audacieuses qui lui ont valu une place dans l'infamie. Le parcours de McNair dans le monde criminel a commencé par un vol raté qui a conduit à sa condamnation pour meurtre en 1987. Plutôt que de se résigner à une vie derrière les barreaux, McNair est devenu obsédé par l'évasion, faisant preuve d'un talent remarquable pour éviter la capture, qui allait bientôt devenir légendaire. Sa première évasion était rien de moins qu'un tour de magie. McNair a réussi à se défaire de ses menottes en utilisant seulement du baume à lèvres et une volonté de fer. Bien qu'il ait été repris, cet exploit initial n'a fait que nourrir son désir de liberté. 4 ans plus tard, il a réalisé une deuxième évasion, passant cette fois par des conduits de ventilation comme un fantôme glissant dans la nuit. Mais c'est sa 3e évasion en avril 2006 qui a consolidé son statut de maître de l'évasion. Dans un acte audacieux, McNair s'est caché parmi des piles de sacs postaux usagés, laissant les forces de l'ordre perplexes. Lorsque qu'un agent l'a enfin repéré en jogging près des voies ferrées, McNair a été rapide sur ses pieds, concoctant une histoire selon laquelle il faisait simplement de l'exercice et prétendant qu'il séjournait dans un hôtel à proximité. Sa capacité à réfléchir rapidement lui a permis de s'échapper encore une fois, et il a même réussi à se rendre au Canada, où il a continué à échapper aux autorités. Les escapades de McNair ont attiré l'attention des forces de l'ordre, le plaçant plusieurs fois sur la liste des 15 personnes les plus recherchées du Canada. Cependant, sa chance a tourné à la fin de 2007, lorsqu'un agent observateur a reconnu une camionnette suspecte, ce qui a conduit à une course-poursuite qui s'est finalement terminée par la capture de McNair. Aujourd'hui, il réside à l'ADX Florence, une prison supermax connue pour ses mesures de sécurité strictes, où les détenus passent 23 heures par jour en isolement. Malgré sa situation actuelle, l'héritage de McNair en tant qu'artiste de l'évasion astucieux continue de captiver l'imagination de nombreux, incarnant l'idée que certains criminels sont toujours un pas en avant par rapport à la loi. Numéro 5. Charles Edmund Cullen. Charles Edmund Cullen est peut-être l'un des exemples les plus troublants de trahison dans une profession dédiée à la guérison. En tant qu'infirmier travaillant dans divers hôpitaux du New Jersey, Cullen a masqué ses crimes odieux sous le masque de la confiance en s'occupant des malades. Au cours de ses 16 années de carrière, il a avoué avoir causé la mort de 40 patients, avec 29 meurtres confirmés. La pensée qu'une personne chargée de sauver des vies ait plutôt choisi de les enlever est une réalisation troublante qui a envoyé des ondes de choc à travers la communauté médicale. Le cauchemar de Cullen a commencé à se dérouler le 12 décembre 2003, lorsqu'il a finalement été arrêté. Initialement accusé d'un meurtre et d'une tentative de meurtre, la gravité de ses crimes s'est rapidement devenue apparente. Lors de l'interrogatoire, Cullen a avoué avoir tué 2 patients au Somerset Medical Center et il a d'une manière sinistre laissé entendre que le nombre réel de ses victimes pourrait être aussi élevé que 40. Le drame en salle d'audience a pris une tournure escaladante alors qu'il ne montrait aucun remords pour ses actions, se moquant même du juge pendant les procédures. En avril 2004, Cullen a plaidé coupable pour 13 meurtres et 2 tentatives de meurtre, tous commis par injection létale. Dans un accord de plaidoyer controversé, les procureurs lui ont évité la peine de mort en échange de sa coopération. Dans le cadre de cet accord, Cullen a accepté d'aider à identifier d'autres victimes, éclairant la question troublante de comment une personne pouvait trahir le même serment de ne pas nuire.
Le 2 mars 2006, il a été condamné à 11 peines de réclusion à perpétuité consécutive et il reste maintenant incarcéré à la prison d'État du New Jersey à Trenton, sans possibilité de libération conditionnelle avant d'atteindre l'âge de 443 ans. Son héritage sert de sombre rappel de la fragilité de la confiance dans des environnements destinés à favoriser la guérison. Numéro 4. Lucy Letby. Lucy Letby, née le 4 janvier 1990, est devenue l'une des figures les plus notoires de l'histoire britannique récente, désormais tristement célèbre en tant que l'une des tueuses juvéniles les plus prolifiques. Sa carrière d'infirmière néonatale a commencé en 2011 à l'hôpital de Chester, où elle a d'abord été saluée pour son dévouement et son soin envers les nourrissons vulnérables. Cependant, cette perception a rapidement été renversée, alors qu'un schéma troublant de décès a commencé à se dérouler dans l'unité néonatale où Letby travaillait. Des préoccupations ont été soulevées par le docteur Ravi Gam, un médecin senior de l'hôpital, qui a noté une augmentation alarmante des décès de bébés et des crises de santé graves liées à Letby. Malgré ses tentatives d'alerter les autorités hospitalières en 2015 et 2016, ces avertissements ont été largement ignorés, entraînant des conséquences dévastatrices pour les nourrissons sous les soins de Letby. Alors que le nombre de décès continuait d'augmenter, ses collègues ont commencé à remarquer des comportements inquiétants. Ils ont décrit Letby comme désinvolte et même hostile pendant des moments critiques, soulevant encore plus de drapeaux rouges quant à son implication. En mai 2017, la police de Chester a lancé une enquête sur les incidents alarmants au sein de l'unité néonatale. En juillet 2018, Letby a été arrêté, marquant un tournant significatif dans l'enquête. Son procès, qui a commencé en octobre 2022 au tribunal de Manchester, a révélé des preuves glaçantes contre elle. Des notes manuscrites trouvées à son domicile décrivaient une image de soi troublante, Letby se décrivant en termes durs. Malgré les 22 accusations portées contre elle, elle a maintenu son innocence, affirmant qu'elle avait toujours cherché à fournir les meilleurs soins possibles. L'accusation a présenté un dossier convaincant, alléguant que Letby avait délibérément causé du tort à au moins 12 nourrissons par des moyens létaux, tels que des injections d'air. Après un long procès de 10 mois, le 18 août 2023, le jury l'a reconnue coupable de 14 des 22 accusations. Elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité pour chaque infraction, s'assurant qu'elle resterait derrière les barreaux pour le reste de sa vie. L'affaire glaçante de Lucy Letby a laissé un impact profond sur la communauté médicale et le public, incitant à une réévaluation des pratiques et des protocoles au sein des soins néonatals pour empêcher qu'une telle tragédie horrible ne se reproduise. Numéro 3. Rodney Alcala. La vie de Rodney Alcala est un récit poignant de violence qui a commencé à San Antonio, au Texas, le 23 août 1943. Né sous le nom de Rodrigo Jax Alcala Bucor, son enfance a été tumultueuse, marquée par l'abandon et les troubles. Lorsque sa famille a déménagé à Los Angeles, la vie troublée d'Alcala a continué à sombrer. Il s'est enrôlé dans l'armée à seulement 17 ans, à la recherche d'un but, mais a été réformé après un court séjour en raison d'un effondrement et d'un diagnostic ultérieur de troubles de la personnalité antisociale. Malgré son passé troublant, Alcala a réussi à présenter un visage charmant et charismatique qu'il a exploité pour attirer des femmes sans méfiance. Poursuivant sa passion pour la photographie, il a adopté l'alias John Berger à New York, où il promettait des opportunités glamour à ses potentielles victimes. Tragiquement, il s'agissait d'une ruse. Parmi ses premières victimes connues se trouvait Cornelia Creel, 23 ans, qui a été brutalement violée et étranglée en juin 1971. Une autre victime, Ellen Hover, a disparu en juillet 1977 après avoir accepté de rencontrer Alcala, un rendez-vous qui lui coûterait la vie. Les confessions glaçantes d'Alcala en 2012 ont confirmé son implication dans les meurtres de Cornelia Creel et d'Ellen Hover, parmi d'autres. Bien qu'il ait été condamné à une peine de 25 ans à la réclusion à perpétuité, les cicatrices de ses actions demeurent, hantant les familles et les communautés affectées par sa violence. Malgré sa capture éventuelle, l'obscurité des crimes d'Alcala continue de résonner, laissant un héritage douloureux qui nous rappelle les dangers qui peuvent se cacher derrière un sourire charmant. Numéro 2. John Wayne Gacy.
John Wayne Gacy reste l'une des figures les plus notoires des annales criminelles, instillant la terreur même dans le cœur des détenus les plus durs. Son enfance a été marquée par un père abusif, ouvrant la voie à une vie remplie de tromperies et d'horreurs. Après une brève incarcération en 1968, Gacy a sombré dans une existence beaucoup plus sombre. Entre 1972 et 1978, il est devenu un prédateur, attirant de jeunes hommes chez lui, où il commettrait des actes de violence indescriptibles. La façade de Gacy en tant qu'homme d'affaires prospère et clown de la communauté lui a permis de masquer les pulsions sinistres qui couvaient en lui. Lorsque les autorités ont finalement fouillé le terrain de sa propriété, elles ont découvert un cimetière macabre contenant les restes de 26 jeunes hommes, révélant l'ampleur de ces atrocités horribles. L'enquête s'est fortement appuyée sur des dossiers dentaires et des radiographies, rendant l'identification des victimes un processus pénible qui soulignait l'horreur des actions de Gacy. Son procès de 1980 a captivé la nation, révélant un jeu complexe entre des allégations de personnalités multiples et la représentation de l'accusation d'un tueur calculé. Malgré les tentatives de Gacy de se présenter comme une victime de sa propre psychologie, les preuves à son encontre étaient accablantes. Il a finalement été reconnu coupable de 33 meurtres, apportant un sentiment de clôture aux familles des victimes, mais laissant une marque indélébile de peur sur la communauté. L'héritage de Gacy continue de hanter le township de Norwood Park et ceux affectés par ces crimes odieux, nous rappelant que l'obscurité peut se cacher derrière une vie apparemment ordinaire. Numéro 1. Dennis Rader. Dennis Rader, tristement connu sous le nom de BTK Killer, est né au Kansas en 1945. Dès son jeune âge, il a entretenu des fantasmes sombres de torture et de meurtre de femmes, mais ce n'est qu'en janvier 1974 qu'il infligerait une horreur inimaginable aux familles innocentes. Ses premières victimes furent la famille Otero, Joseph Otero, âgé de 38 ans, Julie Otero, 33 ans, et leurs deux enfants, Joseph Jr. et Joséphine, âgés respectivement de 11 et 9 ans. La brutalité de Rader était manifeste. Il a ligoté, torturé et tué toute la famille, marquant le début d'une série de meurtres horribles qui plongerait la communauté dans la peur. La terreur ne s'est pas arrêtée avec les Otero. En avril 1974, Rader a frappé à nouveau, cette fois en ciblant Catherine Bright, 21 ans. Il a employé ses méthodes cruelles une fois de plus, la liant et l'étranglant avant de la laisser pour morte. Au cours des années suivantes, il a poursuivi son règne de terreur, avec pour victimes Maureen Edge et Vicky Wegerle, tout en maintenant une façade de normalité. Pendant la journée, Rader était un membre respecté de sa communauté, servant de président de l'église luthérienne Christ et de chef de Cub Scout, cachant efficacement son côté monstrueux sous un vernis de respectabilité. Alors que le nombre de corps augmentait, la pression sur les forces de l'ordre s'intensifiait. Le besoin insatiable de Rader d'attention a finalement conduit à sa chute. En 2005, après avoir envoyé une disquette à une station de télévision détaillant sa prochaine victime, les enquêteurs ont pu retracer son origine jusqu'à lui. Sa capture a choqué la nation, alors que l'homme derrière le sinistre nom de BTK était enfin traduit en justice. Dans une conclusion glaçante, Rader a été accusé de 10 meurtres et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Aujourd'hui, il réside dans l'établissement correctionnel d'Eldorado au Kansas, où son héritage horrifique perdure dans l'esprit de ceux qui ont vécu son terreur. Chacun de ces criminels est indéniablement mortel. Lequel de ces prisonniers vous semble le plus terrifiant? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Pour plus de mises à jour, abonnez-vous à notre chaîne.